Bonjour Éric Martin. Je suis un des rares non-scientifiques, donc je pose tout de suite ma question idiote. Vous faites, il manque au moins une étude comparée, toute bête, puisque nous on fait beaucoup d'efforts pour améliorer l'air vu qu'on désindustrialise. Donc c'est sûr que c'est quand même... il y a une association en tout cas, peut-être pas une cause, mais enfin, on pourrait voir aussi s'il n'y a pas une cause aussi. Tout ça pour en venir, je voudrais connaître le différentiel de gain d'espérance de vie grâce à l'industrialisation des pays en voie de développement par rapport à la perte d'espérance de vie. Qui fait que du coup, bon, évidemment, si je gagne 5 ans en général pour perdre l'air, bon, évidemment, je choisis la pollution. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Alors, j'ai pas la réponse, j'ai pas les statistiques, mais en tout cas, je me promets là de regarder les données pour voir si le sujet a été traité en tant que tel. En effet, il y a un bilan coût-avantage, y compris en termes de santé publique, de ce développement économique, le 19e siècle, avec ces effroyables conditions de travail décrites, a été aussi une période de réduction de la mortalité, et surtout de la première moitié du XXe siècle, qui est une conséquence des conditions malgré tout améliorées de vie, d'accès à un revenu et l'alimentation associée à cela. Donc le bilan n'est pas que négatif, vous avez raison de le souligner, il est également dans une certaine mesure positive. On l'a observé dans les pays les plus industrialisés, entre le 19e et la première moitié du XXe siècle. Je n'ai pas la réponse à cette question sur comment assurer la comparaison comment dire, éclairée, correcte. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui mérite absolument d'être conduit et c'est une voie de recherche tout à fait passionnante. Oui, Hubert Floquart, je me demandais, voilà, en Europe actuellement, essentiellement à cause, dominée par l'arrivée du gaz de schiste ligneux, on voit arriver une production de plus en plus importante par les mines de charbon, par les centrales à charbon et à lignite. Et je voulais savoir si dans votre centre à Rennes, vous étudiez les questions, vous avez des études épidémiologiques concernant, cette fois-ci, les problèmes de production, enfin, les risques associés à la production par ces deux moyens. Est-ce que vous faites ça aussi à Rennes? Donc, concrètement, sur la question, ce n'est pas un domaine de recherche dans lequel nos équipes sont présentes. En tout cas, il y a d'autres travaux conduits dans le monde sur ce sujet-là. Une fois que le gaz extrait des sols est mis sur le marché, on ne sait plus s'il vient de la fracturation hydraulique ou bien s'il vient d'autres processus d'extraction ou du charbon. Non, en tout cas, nous ne travaillons pas sur ce sujet, mais bien sûr, c'est un sujet qui... Bon, évidemment, j'ai souligné combien les impacts pour la santé qui sont maintenant bien caractérisés sont pour une part extrêmement importante liée à la fraction particulière, et la fraction particulière la plus fine. À cet égard, à l'évidence, le gaz présente un avantage considérable par rapport au charbon et au pétrole. Ça, il n'y a pas de doute. Oui, ça revient un petit peu sur ce qu'a dit Éric. À l'époque où j'avais écrit un papier dans un bouquin qui s'appelle L'énergie de demain, et où j'avais essayé de... Enfin, je ne suis pas du tout épidémiologique, donc j'avais été basé sur des travaux que vous aviez fait et d'autres. Et j'avais regardé le taux, enfin le nombre d'années de vie perdues ou la mortalité en fonction de l'énergie consommée par habitant. Et c'est complètement anticorrélé. C'est-à-dire, moins les gens consomment d'énergie, enfin bon, il y a des fluctuations, il y a la Russie, etc., et plus ils mourraient à cause de l'énergie. Et là, je crois qu'on rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est l'utilisation des foyers internes. C'est-à-dire que, à la limite, le développement économique dans ces pays-là, même s'il est accompagné d'une pollution plus grande urbaine,
se traduit aussi par une diminution, c'est-à-dire de ces foyers, à la limite sauvages, qui sont dans les maisons. Et donc, on peut gagner sur les deux tableaux. Les gens habitent dans des appartements qui maintenant, il n'y a plus le foyer dans l'appartement, etc. Et ça se passe en Chine, je suis convaincu, et ça se passe en Inde. Non, vous avez raison, il y a des programmes extrêmement importants maintenant au niveau mondial, après en avoir apporté la démonstration que l'introduction dans des villages de foyers plus efficaces, à rendement plus efficace et ventilés, portant sur l'extérieur, ouvrant sur l'extérieur, réduit considérablement, à la place des 300 ou 400 micro-mètres cubes mesurés chez Notre-Dame du Lesotho, jusqu'à des niveaux qui sont 40-50, bien sûr. Et ça, le développement économique du pays permet de contribuer à financer cette substitution, cette information des familles. Oui, il y a. Donc le bilan doit tenir compte de ce genre de rapport. Bien. Oui, Père Vess, vous nous avez dit, sous le ton de la plaisanterie, quelque chose qui me paraît relativement grave, c'est absence of evidence is not evidence of absence. Or, il me semble que sur un plan éthique, cette phrase est en train de devenir une phrase qui s'applique complètement à notre système, c'est-à-dire qu'on ne sait plus faire de choix, tout est dangereux, et on n'est plus capable, dans le choix de toutes les pollutions ou le choix de toutes les activités économiques, de voir celles sur lesquelles il faut progresser par rapport aux autres. Et je pense que soutenir une phrase comme celle-là, pour beaucoup de gens, elle est prise au sérieux et ça peut devenir extrêmement dangereux. Intéressant. Je suis radicalement, bien sûr, en opposition avec une lecture qui conclurait que parce que je n'ai pas démontré un effet, cet effet n'existe pas. Radicalement opposé, parce que nous avons des décennies d'expérience. Nos outils d'observation, nos outils d'analyse ont leurs limites. Ce qu'on n'est pas capable de faire à un moment donné, on saura le faire dans 5 ans. Je ne veux pas dire que nécessairement on démontrera que ce qui est considéré comme sans effet aujourd'hui, on démontrera des effets demain, mais l'amélioration de notre capacité d'analyser le choix des indicateurs de plus en plus fins, des variations de paramètres, de biomarqueurs, alors qu'il y a 30 ans, à part la mortalité, qu'est-ce qu'on mesurait? Donc tout ça fait que nous devons être convaincus en tant que scientifiques que nos outils ont des limites et que ne pas être capable de mettre en évidence un effet à partir de nos standards aujourd'hui ne démontre pas que cet effet n'existe pas. C'est absolument essentiel. Quand même alors, correctif. il faut accepter l'idée de, premièrement, qu'on se fonde sur l'état de la science du moment et qu'on devra s'assurer que cette science progresse pour être capable, dans 5 ans, de reconsidérer le sujet et de, éventuellement, diminuer, voire pas diminuer, mais en fonction des connaissances qui auraient elles-mêmes diminué. Deuxièmement, et là je reprends un autre point que André a dit ce matin, sur cette notion de principe de linéarité aux faibles doses. C'est pas un principe scientifique, ça. On est bien d'accord, ce n'est pas un principe scientifique. C'est un principe de gestion politique prudente d'un espace incertain. Nous ne sommes pas capables de dire avec certitude quelle est la forme de la relation à des doses faibles. Nous ne sommes pas capables, il faut l'accepter. Il n'y a pas d'outils qui nous permettent de dire ça. Alors, on fait quoi? On accepte une doctrine selon laquelle, parce que nos outils n'ont pas pu mettre en évidence en deçà d'une telle exposition un effet, on dit il ne se passe rien, ou bien on dit on a l'expérience quand même de pas mal d'autres registres, y compris dans le domaine du rayonnement ionisant ou les rayonnements non ionisants, où l'amélioration de nos outils, de nos repères, a permis de progresser un peu plus bas. Vous savez, bien entendu. Et donc, on adopte un principe de gestion politique prudent, en disant, je fais le choix d'une relation linéaire sans seuil. Évidemment, c'est absurde de dire qu'elle va jusqu'à 0, on le sait, mais c'est un choix politique, c'est pas un choix scientifique. On peut l'endosser ou pas, on peut analyser les conséquences après, dire, est-ce que c'est raisonnable d'aller jusque-là? Et ça, c'est du politique, ce n'est plus du scientifique. Un tout petit commentaire là-dessus, peut-être que ce qu'il faudrait faire plutôt, c'est des comparaisons entre différents risques. Parce qu'effectivement, si on ne compare pas, on arrive à ce que vous dites, mais il faut comparer. Et économique aussi.
Alors, je suis désolé pour Bernard, j'ai deux questions. La première, je reviens sur l'accumulation des pollutions dans les grandes villes. Bien sûr, il y a une cause, il y a les émissions qui proviennent de toute la circulation automobile dans ces villes, mais quand on assiste à ces phénomènes d'accumulation, on voit bien que c'est lié à la météo. Et moi, je passe de la météo à la climatologie. Est-ce qu'on travaille sur l'augmentation du risque statistique d'accumulation de ces pollutions dans les grandes villes du fait des changements climatiques, avec bien sûr les conséquences qu'il y a pour la santé? Deuxième question, j'y viens tout de suite. Il y a une mesure qui revient, qui est très polémique, qui revient souvent dans les discussions entre les écologistes, les pouvoirs publics et les spécialistes de l'énergie, et pas assez de la santé à mon avis, c'est la limitation de vitesse des véhicules. Bien sûr, la limitation de vitesse fait mathématiquement et physiquement baisser la consommation d'énergie. Mais il y a les consommations sur route, sur autoroute plutôt, et puis il y a les consommations dans les centres urbains. Et moi j'ai l'impression qu'on ne travaille pas assez sur, non pas la limitation de vitesse sur les autoroutes, c'est vrai qu'elle aurait un impact sur les consommations, mais aurait-elle un impact sur la santé? J'en suis pas persuadé. Et à l'inverse, le décongestionnement et l'action un peu